Bonjour à tous et bienvenue sur cette rediffusion de la conférence avignonnaise du vendredi 21 février 2025 présentée par Jean-Philippe Chauvin. Jean-Philippe Chauvin est professeur d'histoire en lycée public depuis près de 35 ans, mais également militant royaliste depuis plus longtemps encore. C'est dans l'été 1980 qu'il est devenu royaliste grâce à l'Action française et à son hebdomadaire Aspect de la France, et il l'est resté depuis lors. Camelot du Roi est très fier de l'être, il s'est fortement investi dans les deux sujets de la question sociale et de l'écologie, au sein du groupe d'Action Royaliste et en intervenant souvent dans les réunions et séminaires de l'Action française. Il poursuit un travail de réflexion et de proposition sur ces deux sujets, en cherchant à valoriser l'idée d'un corporatisme raisonné et adapté à notre temps, et celle d'une écologie intégrale capable de répondre aux soucis environnementaux contemporains. Il aborde aussi ces sujets sous l'angle historique et il s'appuie sur la méthode de l'empirisme organisateur pour en tirer le meilleur profit pour l'avenir. Il travaille en gardant en tête l'idée qu'il ne s'agit pas de mourir royaliste mais de vivre en monarchie, celle qu'il s'agit de refonder pour notre pays. Merci. Alors, la question sociale. La question sociale, c'est une grande et vaste question et on ne peut pas dire qu'elle appartienne au passé, loin de là. Chaque jour de cette nouvelle année 2025, qui est déjà bien entamée, nous le rappelle à l'envi. Il y a la question des retraites qu'on évoque régulièrement, qu'on évoque ce matin dans toute la grande presse nationale et même provençale. Donc cette question des retraites qui est remise sur le métier et qui va sans doute, au-delà du conclave prévu, sans doute engager de nombreuses réflexions, voire de nombreux conflits entre les uns et les autres. D'autre part, la guerre en Ukraine, d'ailleurs, remet cette question aussi sur la table. Au Danemark, c'est passé presque inaperçu, mais il est question de porter la retraite, l'âge légal, à 70 ans, en raison de la guerre à financer, en raison du réarmement à financer. Et donc, il est possible que les sacrifices que l'on nous demande portent aussi sur cette question des retraites, de l'âge légal de départ à la retraite. Nous en saurons un petit peu plus dans quelques semaines. Et puis, il y a la question des délocalisations. Les délocalisations qui, après un certain plateau ces dernières années, reprennent de plus belle, nourries d'une part par les incertitudes, d'autre part par les inquiétudes fiscales, mais aussi par le coût de l'énergie, par la mondialisation elle-même, hein, cette sorte de concurrence de tous contre tous qui fait qu'aujourd'hui, on va vers le moins coûteux, entre guillemets, et malheureusement, ça se fait souvent au détriment des entreprises françaises. Ce matin même, justement, en regardant le Figaro.fr, je tombais sur un article sur l'affaire qu'il y a à Lyon, dans le 8e arrondissement, sur l'usine Givaudan-Lavirotte. Je dois avouer que je ne la connaissais pas, mais un article très intéressant est sorti qui résume un peu tous les problèmes de la mondialisation, des délocalisations, et qui montre que, en définitive, la question sociale n'est pas réglée, ne peut pas être réglée telle qu'on l'aborde aujourd'hui dans un monde qui pense plus à l'économique qu'au social. Et cette affaire est intéressante et elle est très symptomatique, parce qu'elle intervient après d'autres affaires. Il y a eu Sopiquet, il y a eu les Cafés Le Gall, il y a eu plein de marques emblématiques d'une certaine période qui ont disparu en quelques mois, en quelques semaines de notre paysage. Et là, dans cet article du Figaro, eh bien, on indique que le titre est très éloquent. On est passé d'une direction industrielle à des financiers. À Lyon, les brevets d'une usine centenaire vont partir à l'étranger. Usine centenaire, elle est née en 1906. Ce sont deux Lyonnais qui l'ont créée. Sopiquet, c'était aussi une entreprise fondée par un Nantais, me semble-t-il. Il y a Poulain aussi qui a été menacé. Beaucoup d'autres marques sont nées en France, partent du paysage français. La marque parfois disparaît complètement, parfois elle est récupérée par d'autres. Et j'ai été un peu surpris et agacé de voir qu'il y a quelques jours, il y avait une publicité pour Sopiquet qui l'indiquait comme une conserverie française. Non, il n'y a plus de conserverie, il n'y a plus de sardinerie Sopiquet en France depuis le 20 décembre dernier, depuis que le groupe italien donc a décidé de fermer l'usine de Quimper pour la délocaliser en Espagne et en Tunisie. Donc, ces affaires, elles nous éclatent à la figure
Et en définitive, on a l'impression que c'est toujours la même chose. En lisant l'article de ce matin, eh bien, on nous parle, là encore, d'une délocalisation. On nous parle d'une société Isaldis qui a des fonds étrangers, alors je l'ai noté quelque part, canadiens, voilà, et qui, en fait, délocalise sans vouloir dire exactement où, et en refusant même de parler aux journalistes, ce qui n'est pas très bon augure quand il va s'agir de parler aux syndicats et aux ouvriers. Et donc, cette liquidation de ce que certains appellent une pépite industrielle, une entreprise sur un créneau très particulier, hein, c'est sur les sels minéraux donc qu'on retrouve dans l'agroalimentaire, eh bien, c'est emblématique de ce qui risque de se passer qui se passe déjà et qui risque de s'accélérer dans les mois et l'année qui vient. La réindustrialisation qui nous avait été promise, en définitive, elle s'est stoppée net au mois de juin 2024. Et là, on voit l'importance du politique. La dissolution de l'Assemblée nationale par le président Macron a été une sorte de catastrophe qui s'est rajoutée à d'autres. Et les responsables politiques n'ont pas saisi, n'ont pas compris ce qui allait se passer. Je pense que le premier d'entre eux n'a pas compris ce qui allait se passer. C'est qu'en cassant, en créant de l'incertitude, en créant de l'inquiétude, comme je le disais tout à l'heure, on a cassé un élan qui commençait petit à petit à se faire. Le made in France, le fabriqué en France, le produit en France, commençait à prendre peu à peu, à s'enraciner peu à peu. C'est un enracinement très long. Je discutais avec une personne proche de la Banque publique d'investissement. Il me disait que cette personne me disait qu'il faut 7, 8, 10 ans pour réussir à convaincre des personnes de rester ou d'investir en France. Et en quelques jours, tous ces efforts qu'ils avaient menés à la BPI France et dans quelques autres grandes administrations, tous ces efforts ont été ruinés. Et la conclusion de l'article, toujours sur cette usine lyonnaise, me semble aussi tout à fait symbolique. C'est un abandon industriel de plus dans le quartier, à Givaudan-la-Virotte. Dans le 8e, on parle du 8e arrondissement de Lyon, il y avait beaucoup d'entreprises à une époque, on traversait la rue et on trouvait du travail, ce n'est plus le cas. Et là, la dernière phrase me semble tout à fait symbolique et importante. Les responsables politiques parlent de souveraineté industrielle, mais les actes ne sont pas en adéquation. Les responsables politiques parlent de souveraineté industrielle, mais les actes ne sont pas en adéquation. On voit bien qu'effectivement, là, le politique n'est pas au rendez-vous et c'est sans doute ce qui pose problème. Alors, la question sociale est une question éminemment politique. Et en définitive, je vais aborder ce sujet sur les royalistes face à la question sociale. Je vais l'aborder justement de manière historique autant que sociale et politique. D'abord, j'utilise une méthode. Oh, vous la connaissez, vous l'avez entendue et Loïs m'a présenté en l'évoquant, c'est l'empirisme organisateur. C'est un des premiers éléments qui m'ont marqué quand je suis entré à l'Action française en 1980, c'est cette formule qui au départ ne me disait pas grand-chose. Or, l'empirisme organisateur, c'est sans doute une méthode, une pratique que nous devons retrouver, pour ceux qui l'auraient égaré, que nous devons toujours pratiquer. C'est-à-dire connaître l'histoire, connaître les expériences d'hier pour éviter de faire des erreurs aujourd'hui et demain. Connaître et en même temps, cet empirisme organisateur se mêle à la tradition critique. Il n'est pas possible sans une certaine tradition critique. Toute vraie tradition est critique, disait Maurras, et il évoquait cette défalcation du passif. Il avait tout à fait raison. Il ne s'agit pas de revenir en un temps où les gens portaient des chausses ou des bas de soie. Il s'agit de trouver les moyens de la pérennité de l'ensemble français et, pour ce qui nous intéresse, du corps social, de l'équilibre social et de la justice sociale. Alors justement, revenons un peu en arrière. J'essaierai de ne pas revenir trop en arrière quand même, mais avant 1789, tout de même. Parce que 1789, c'est la rupture, c'est la fracture, c'est cette espèce de basculement du monde français
et même à l'international, n'oublions pas une chose, c'est que la France en 1789, et c'est pour ça que la Révolution a eu tant d'importance, c'est que c'est la première puissance européenne. C'est même la première puissance atlantique. Elle est depuis longtemps diplomatique, même si elle a perdu du terrain, elle a perdu des colonies, mais elle est sur le plan militaire à nouveau depuis 1780. Elle est la première puissance industrielle, elle est la première puissance économique, elle est la première puissance, je dirais, agricole, elle est la première puissance maritime depuis peu, 1780. Tout cela va être ruiné par la Révolution. Elle a un roi, le roi Louis XVI, dont on a dit souvent pique-pendre, ou pique décapité d'une certaine manière. Et en fait, ce Louis XVI, c'est un roi qui nous importe tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est un roi social. Ah, c'est pas sous cet angle qu'il est présenté, évidemment. Pourtant, si on regarde bien, prenons quelques exemples. On évoquait tout à l'heure, à quelques-uns, tout à l'heure avant la conférence, on évoquait la pomme de terre. Pomme de terre que l'État, que le roi va populariser. Qui va populariser à tel point qu'aujourd'hui, quand on mange des frites, quand on mange des chips ou de la purée mousseline avec le petit volcan dedans, eh bien, on peut avoir une pensée un peu émue, je ne sais pas, mais en tout cas pour le roi Louis XIV et pour le pharmacien Parmentier, ou pour Parmentier qui lui a présenté cette pomme de terre et ses qualités lors d'un congrès de pharmacie. Bon. Mais il y a d'autres choses. En 1783, il y a une éruption volcanique. Le Laki ou Laki, excusez-moi, je ne me souviens plus exactement, en Islande, un volcan qui va provoquer une crise climatique, météorologique, qui va provoquer un hiver extrêmement froid. Et le roi va prendre, sur les caisses de l'État, l'État va prendre 1% de son budget, ce qui est énorme, on ne s'en rend pas compte. C'est énorme pour l'époque, pour essayer de résoudre cette question pas du froid, on va le résoudre, mais de la résistance au froid. Et c'est pour ça qu'on voit ce tableau, le roi en pelisse, donc en fourrure, qui va donner les aumônes à des pauvres gens aux portes de Versailles. Et c'est là qu'il gagne son surnom de Louis le Bienfaisant. Mais c'est pas simplement parce qu'il s'est déplacé, c'est parce que justement, il a ouvert véritablement les crédits de l'État pour résoudre une question, je dirais, météorologique, climatique et donc alimentaire, que ce que d'autres n'auraient peut-être pas fait et ce que d'autres ne font pas et ne feront pas par la suite. Louis XVI, c'est aussi un roi un jeune roi, qui va commettre beaucoup d'erreurs. Et la première erreur, ça a peut-être été d'accorder à Turgot, que l'on présente aujourd'hui comme le père des libéraux, on dit, ah mais si Turgot avait été écouté, on aurait sauvé la monarchie, etc. Je ne suis pas sûr qu'on ait sauvé son esprit ni son âme, ni même l'équilibre social. Turgot fait une première dissolution des corporations. Alors, je n'ai pas encore parlé des corporations, mais ce sont les corps de métier qui organisent les professions en France, dans les villes, dans les provinces. Ce sont des corporations qui se sont créées de manière spontanée. Le terme d'ailleurs de corporation est relativement récent. On le voit véritablement apparaître au moment où Turgot les dissout une première fois, en 1776. Et donc Turgot les dissout au nom de la liberté du travail. D'ailleurs, il en profite, mais ça nous rappelle quelques événements récents, il en profite pour récupérer le patrimoine corporatif de ces corporations et pour les mettre au pot commun, etc. Évidemment, c'est une forme de spoliation que le gouvernement a essayé de faire en 2019 sur les caisses de retraite des avocats et quelques autres professions. Sauf que Louis XVI se rend compte très vite de l'erreur, très vite. Et il va faire un édit, après un édit de dissolution, un autre édit, le 23 août 1776. Et voilà ce qu'il dit, et ça nous montre un autre visage peut-être du roi Louis XVI. En faisant cette création, nous voulons, cette création qui est une recréation des corporations, nous voulons donner aux ouvriers un moyen de défense. Nous voulons qu'ils puissent jouir en commun de leur intelligence, qui est le bien le plus précieux de l'ouvrier. Et c'est quelques années après, ce même roi qui va créer une formule que vous connaissez tous, la formule de justice sociale. La justice sociale, c'est le roi, Louis XVI, qui, en 1784, en décembre 1784, eh bien, va mettre en avant cette justice sociale. Il évoque l'humanité, les droits de l'humanité, du trône et de la justice sociale. C'est la première fois qu'on a justice et sociale ensemble.
Est-ce que c'est si illogique que ça? Non. Les rois ont fait de la justice sociale, il n'y a qu'à voir Saint-Louis, hein, d'une certaine manière, ou même Louis XI, les rois ont fait de la justice sociale sans le terme. Là, c'est la première fois qu'il figure ce terme. Et on verra que d'ailleurs, au XIXe siècle, c'est encore un autre royaliste qui popularisera, on le sait un peu, on le sait très peu, qui popularisera cette notion de justice sociale qui n'est donc pas née à gauche, qui est née doublement chez un roi et chez un royaliste, c'est la tour du pain. Et si vous lisez le Métron, qui est le grand dictionnaire du monde ouvrier, eh bien, ils le reconnaissent bien aisément. Amusant, intéressant. Et ça nous rappelle que l'histoire n'est pas, si elle est écrite par les vainqueurs, eh bien, elle mérite mieux, justement, qu'un catéchisme républicain. Alors, Louis XVI est aussi le roi de la Révolution française. C'est cette Révolution française qui va être une véritable rupture dans le monde social et dans le monde politique. Pourquoi? Parce que c'est une révolution qui est d'abord parisienne et bourgeoise. Elle commence sur la question de la dette, c'est une question lancinante dans les États, mais c'est aussi la question aujourd'hui. On voit bien qu'aujourd'hui, l'endettement de la France, c'est quelque chose qui marque énormément. Il est bien plus important que de l'époque de Louis XVI, qu'à l'époque de Louis XVI. Et l'endettement de la France sous Louis XVI, c'est une chose qui a été mal réglée. C'est-à-dire qu'en définitive, il aurait fallu faire un impôt quand on lui a conseillé, un certain Necker, de faire un emprunt, ce qui était une erreur. Un impôt, surtout à ce moment-là, aurait été sans doute plus populaire, y compris près de la noblesse qui se targuait d'être la plus grande alliée de la Révolution américaine. Bon, l'erreur a été faite. Louis XVI convoque les États généraux et il fait appel aux Français, au peuple de France, il s'adresse au peuple de France au pluriel. Et il leur demande de rédiger des cahiers de doléances. Et ces cahiers de doléances, c'est assez passionnant, c'est qu'il y en a 60 000. Il n'y a jamais eu, je dis bien jamais eu, jusqu'en 2025, de telles consultations aussi larges de la population française. On a un tableau de la France et de ses revendications, donc plutôt ce qui va mal, de ce qu'on souhaite, absolument extraordinaire. On dit les Français prennent la parole. Mais oui, c'est exactement ça. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on verra que la République passera son temps à lui confisquer la parole. Et en particulier, les derniers cahiers de doléances que M. Macron avait voulu mettre en place au moment du grand débat national, eh bien, ils ont fini dans des caves. Ils ont fini dans des cartons. Alors maintenant, il est question de les ressortir pour qu'on regarde un peu ce qu'il y avait dedans, alors qu'ils devaient être rendus publics rapidement. Vous voyez qu'en définitive, le roi Louis XVI est un roi beaucoup plus social, beaucoup plus moderne qu'on ne le croit, et on devrait le lire peut-être d'une autre manière, pas comme celle de la victime de la Révolution, mais comme celui qui a posé les bases d'un, ou en tout cas qui a reposé les bases d'un équilibre et de la justice sociale. Ouais. Il faudra sans doute attendre quelques temps encore avant qu'on fasse ce travail. La Révolution française est une révolution parisienne. C'est une révolution parisienne, c'est une révolution bourgeoise. Quand Sieyès parle du tiers-État et quand il parle du peuple, en gros, il parle de la partie éclairée du peuple. On pourrait, en paraphrasant Lénine, considérer que Sieyès voit la bourgeoisie comme l'avant-garde consciente, non pas du prolétariat, mais du peuple, de la souveraineté populaire et nationale. Et cette confiscation, elle se fait très rapidement, dès les États généraux. Il n'y a que 2 paysans. La population française, c'est 90 paysans, 90% à peu près de paysans de ruraux. Il n'y a que 2 paysans parmi le tiers-État. Il n'y a pas d'ouvriers en tant que tel. Il n'y a que des bourgeois. Bourgeois issus des corps des corps d'avocats, de petits fonctionnaires, de petits juges, etc. Quelques marchands, quelques banquiers, mais il n'y a pas ni paysans ni ouvriers. Et c'est en cela déjà que la Révolution eh bien, va avoir ce côté éminemment bourgeois, représenté sans doute par des gens comme Sieyès et Barnave. Barnave, il laissera sa tête, Sieyès passera entre les gouttes et il continuera jusqu'à Napoléon son œuvre. Il est vraiment le représentant de cette idéologie bourgeoise qui puise dans le monde anglo-saxon, qui puise dans le franklinisme. Le franklinisme, c'est le temps, c'est de l'argent, time is money, qui véritablement, c'est la doxa dominante dans les élites sociales européennes et américaines. Alors, 1789, c'est la confiscation du politique par l'économique, d'une certaine manière. Les bourgeois ont le pouvoir économique, ils veulent désormais le pouvoir politique. On sait que ce n'est pas une bonne chose. Louis XIV n'avait pas hésité à faire arrêter l'homme le plus riche de France, Fouquet, qui l'avait pourtant bien servi en un certain temps, pour bien montrer qu'en France, c'est le roi qui dominait et non pas l'argent. Bon. Là,
C'est l'argent qui veut s'imposer dès 1789 à travers l'abolition des privilèges. L'abolition des privilèges est à la fois une espérance et en même temps une illusion et une escroquerie. Cette abolition des privilèges, c'est pour quelqu'un comme, par exemple, Camille Desmoulins, il pense que ça va être la fin des corporations, la fin des corps de métier, la fin des protections ouvrières et la liberté, entre guillemets, du travail, mais qui se ferait au détriment des travailleurs. Ça ne sera pas le cas, mais c'est au moins la victoire de la propriété privée et de la propriété privée absolue. C'est ça qui est assez marquant. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années d'un universitaire états-unien qui dit « La vraie révolution, c'est le 4 août, c'est la propriété privée qui s'impose à toutes les autres formes de propriété. » En fait, il y aura quand même des formes de propriété différentes, collectives, d'usage ou autres, qui perdureront au 19e et même encore jusqu'à aujourd'hui. Mais le moment où la propriété privée, l'individualisme se marque dans la loi et dans les droits, y compris les droits de l'homme, c'est la nuit du 4 août, puis ça sera confirmé par les articles de la Déclaration des droits de l'homme et citoyen, qui d'ailleurs sont, tous ces articles sont faits par des gens qui ne sont d'ailleurs pas des républicains, et qui souffriront d'ailleurs des suites de la Révolution. Comme quoi, dès août-septembre 1789, c'est la libéralisation du commerce des grains, à nouveau, du marché des grains, et on en oublie la conséquence, c'est qu'à Paris, on manque de pain, on manque de farine, on manque de grains, alors que l'été 1789 est un été de bonne récolte. On sortait d'un cycle de très mauvaise récolte depuis 1780, 1789, très bonne récolte. Et pourtant, à Paris, on a faim. Et ça va être je dirais, la réclamation des femmes de Paris, pas très nombreuses en définitive, qui vont aller jusqu'à Versailles. Mais c'est lié à quoi? C'est lié non pas au roi, c'est lié à cette libéralisation des grains. Alors, il y a quelques manuels scolaires qui commencent à l'évoquer un petit peu, hein, et à montrer qu'en définitive, le roi était la victime d'une situation qu'il n'avait pas créée. Bien. Toujours est-il que on aura ensuite les biens nationaux, la spoliation des biens du clergé, on verra la montée des mécontentements sociaux. Et puis surtout, l'année maudite pour les travailleurs, c'est 1791. 1791, c'est sans doute l'année la plus libérale de l'histoire de France. Libérale au sens économique, et en fait, on pourrait dire que tout ce qui va se passer après, c'est ce que fera remarquer Pierre Gaxot dans son livre La Révolution française. Il dira que tout le syndicalisme contemporain et l'insurrection contre les lois de 1791, il y a deux lois. Il y en a même une troisième, Godard, qui est moins connue, qui vient peaufiner les deux premières. C'est la loi d'Allard. Au départ, c'est un décret qui devient une loi, et c'est la loi Le Chapelier. Alors, d'Allard est un baron qui n'a fait que des mauvaises affaires. Il sera ruiné sous la Révolution, il recommencera, il sera ruiné sous Napoléon. C'est lui qui va supprimer les corporations, et surtout, c'est l'occasion pour l'État de mettre la main à nouveau sur les patrimoines corporatifs qui s'étaient refaits assez rapidement, ce qui explique d'ailleurs très bien, et là encore il faut lire les universitaires états-uniens qui sans doute ont une plus grande distance à l'égard de nos enjeux idéologiques. Et Stephen Kaplan a écrit un livre qui s'appelle La fin des corporations, qui est tout à fait étonnant et qui montre bien comment, en définitive, en quelques années, les corporations avaient retrouvé un grand dynamisme et n'étaient pas forcément les carcans que l'on voudrait qu'elles soient, même si certains aspects pouvaient en paraître un peu anciens. Donc, il y a la loi d'Allard qui supprime les corporations, et puis surtout, ça va provoquer des manifestations, des grèves. Les ouvriers disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tout d'un coup, les salaires baissent tandis que les prix montent. Ça a été une des conséquences directes de la loi d'Allard, c'est la baisse des salaires pour les ouvriers. Alors évidemment, ils sont moins nombreux que ce qu'il y aura au 19e ou au 20e siècle, mais quand même. Et dans les villes, évidemment, ça gronde. Et du coup, eh bien, il va y avoir la loi Le Chapelier. La loi Le Chapelier qui interdit toute association ouvrière, coalition ouvrière, rassemblement paysan ou patronal d'ailleurs, et qui interdit toute grève. La grève existait sous l'Ancien Régime, elle était d'ailleurs souvent, elle était codifiée, ça ne se passait pas toujours très bien, mais elle était codifiée, elle existait. Grève et coalition, association, assemblées ouvrières paysannes sont interdites par cette loi Le Chapelier, qui est une loi répressive. Au nom de quoi? De l'individualisme, de la liberté individuelle, qui ne doit rencontrer aucun obstacle. Et ça va être la logique du libéralisme de Le Chapelier, pas d'obstacle, l'individu seul. À tel point d'ailleurs qu'il y a une conséquence, c'est que l'apprentissage va être interdit pendant très longtemps aussi en France.
Eh oui, parce que les apprentis, c'était former les gens à un métier, à un métier dont ils auraient pu vouloir être propriétaires. Là, c'est la fin, d'une certaine manière. Et alors j'avais trouvé des choses d'ailleurs très intéressantes. Celui qui en parle le mieux, il y en a deux qui en parlent très bien de cette histoire, de ce côté antisocial de 1791 et même de 1789, ce sont Mathiez et Soboul. Alors vous allez me dire, Mathiez et Soboul, alors ça vous dit peut-être moins de choses maintenant, parce qu'ils sont moins connus, mais c'est la gauche communiste. Mathiez, bon, il n'est pas resté très longtemps en communiste, mais Soboul est resté longtemps, c'était le... Et pourtant, quand on les lit, ce sont des grands historiens malgré tout, eh bien ils reconnaissent qu'en définitive, ça a été, mais ils sont dans la logique du sens de l'histoire, donc ça a été une catastrophe pour le monde ouvrier. Et j'avais trouvé, par exemple, cette citation de Soboul, sur la loi Le Chapelier, toute action concertée en vue d'agir sur les prix et les salaires était interdite. L'interdiction de la coalition et de la grève ouvrière qui persista jusqu'en 1864 pour le droit de grève, jusqu'en 1884 pour le droit syndical, constitue l'une des pièces maîtresses du capitalisme de la libre concurrence. Le libéralisme fondé sur l'abstraction d'un individualisme social égalitaire profitait au plus fort. C'est Soboul qui a écrit ça. C'est d'autant plus intéressant d'utiliser Soboul et Mathiez qu'on ne peut pas vous taxer à ce moment-là d'être royaliste. On dit, ben non, il suffit de dire. Alors après, ils voient dans la terreur quelque chose qui peut être plus favorable, etc., à leurs ambitions, mais c'est intéressant de voir ce constat qu'ils font assez honnêtement. Alors, la conséquence, c'est ce que signalera le Comte de Paris et d'autres, c'est la naissance du prolétariat. Qu'est-ce que c'est que le prolétariat? C'est une classe ouvrière qui n'est propriétaire de rien, qui n'est propriétaire à la limite que de sa force de travail, mais en fait qui va être exploité par d'autres. Et le travailleur qui jusque-là avait ses outils, était propriétaire de son métier, parce qu'il avait été formé comme apprenti ou autre, désormais n'est plus rien. Il n'est plus que quelqu'un qu'on pourra aller chercher, qu'on pourra prendre et laisser. Et il n'y a aucune... 1791, c'est la fin de toutes les protections ouvrières, de toutes les garanties ouvrières qui s'étaient mises en place depuis le Moyen-Âge jusqu'à 1789. Donc, pas dire que ça soit une très grande chance pour ce monde ouvrier. C'est la naissance du prolétariat, au sens fort du terme, et puis d'autre part, c'est la fin d'un modèle français, la fin d'un modèle social français corporatif qui aurait pu triompher. N'oubliez pas que la France, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était la première puissance économique européenne, atlantique, peut-être mondiale même. Et en définitive, si ce modèle avait, je dirais, passé les frontières, etc., et s'il n'avait pas été défait par ce libéralisme, cette espèce l'herbe est toujours plus verte ailleurs, hein, pour les libéraux, eh bien, peut-être qu'on n'aurait pas eu un développement aussi brutal et aussi violent au 19e, au 20e et même au 21e siècle. Parce que justement, il y avait des barrières. Or, ces barrières ont sauté en 1791. C'est le triomphe du modèle anglo-saxon, du modèle franklinien et du modèle de ce qu'on n'appelle pas encore le développement, mais qui sera le modèle du développement et de la croissance pendant, jusqu'à aujourd'hui quasiment. Alors, la Révolution et l'Empire ne sont pas très favorables au monde ouvrier. Je ne parle même pas du monde paysan, parce que dans la question sociale, on oublie souvent le monde paysan. Le monde paysan ne tire pas profit, très peu, de la Révolution française, et c'est un monde qui va payer un prix très lourd à la Révolution et l'Empire, au regard du nombre de ces hommes, de ces jeunes qui vont être envoyés à la guerre et qui ne vont pas en revenir. Et puis, la Restauration arrive. 1814, c'est Louis XVIII. Il faut comprendre que la liberté du travail, c'est la fin de tout congé, je dirais, pérenne pour le monde ouvrier, sauf chez quelques patrons chrétiens. Et il faut savoir aussi qu'il y avait même un calendrier républicain, 10 jours. 10 jours, c'est-à-dire un seul jour de repos, et encore. Sous Napoléon, il n'y a même pas de jour de repos complet pour beaucoup d'ouvriers. Alors, je vous dis, il y a quand même des patrons chrétiens qui appliquent le repos du dimanche, mais il n'a plus rien d'obligatoire. Il est même considéré comme une preuve de cléricalisme. Et on avait demandé à Napoléon de remettre le repos dominical. Et il avait dit non. Il avait dit non, le matin ça ne le dérangeait pas, que les gens aillent à la messe ne le dérangeait pas, mais il n'en a pas question, parce qu'après tout, je résume le raisonnement de Napoléon, c'est les travailleurs, ils peuvent bien manger le dimanche, pourquoi ne pourraient-ils pas travailler? C'est un peu le raisonnement. Louis XVIII arrive, changement de registre.
Louis XVIII est un roi qui, alors, bloc de graisse, pas sympathique, hautain, pas le type sympa, non, le type qu'on n'aimerait pas avoir comme ami, mais un très grand roi. Un roi reconstructeur, un roi de la concorde quelque part, un roi de la refondation. Et c'est un type extrêmement intelligent. Il a beaucoup appris, lui, de la Révolution. Il a appliqué l'empirisme organisateur avant l'heure, quelque part. Il a appris de la Révolution, il a appris de ses propres fautes, car il avait quand même bien savonné la planche pour son frère Louis XVI, et il en a tiré des leçons, et en 1814, une des premières mesures qu'il prend, c'est un édit, en juin 1814, pour que le dimanche redevienne un jour de congé. C'est-à-dire qu'on repasse de 0 jour de congé. Alors, avant la Révolution, juste pour vous donner un point de repère, avant la Révolution, on avait environ 90 jours de congé pour les ouvriers. 90 jours de congé qui étaient les 53 dimanches, 52 ou 53 dimanches, plus un certain nombre de fêtes qui n'étaient pas les mêmes selon les endroits, etc. Mais, et puis, alors, il y avait un temps qui était mesuré aussi, souvent suivant les saisons. Ce n'est pas tout à fait le même, que ce soit dans les campagnes. Alors, dans les campagnes, c'est encore plus marqué, évidemment, que dans les villes. Et là, il sacralise le dimanche. Premier édit, c'est une de ses premières décisions, sacralisation du dimanche. La bourgeoisie est folle de rage. Une partie de la bourgeoisie dit au roi, mais vous vous rendez compte, vous allez nous ruiner, comment se fait-il, si on ne peut pas faire travailler les gens le dimanche, on va perdre de l'argent. Un discours qu'on entend régulièrement d'ailleurs sur d'autres sujets. Le roi ne cède pas. Et cet édit deviendra une loi ensuite, quelques mois après, et donc cette loi de 1814 sera appliquée pratiquement jusqu'en 1830. À partir de 1830, le roi Louis-Philippe sera beaucoup moins, je dirais, de par sa formation et de par ses soutiens, il y aura moins d'application de cette loi. Toujours est-il que le roi Louis XVIII, c'est un roi aussi qui va créer quelque chose dans le sens de l'épargne. Il crée les caisses d'épargne. C'est sous son règne que vont être créées les caisses d'épargne et le livret d'épargne, qu'on le connaît tous. Il y a 57 millions de Français qui ont un livret A aujourd'hui. Eh ben, on le doit à Louis XVIII. 1818, Louis XVIII, c'est facile à retenir. Hein, c'est lui qui est à... En fait, la question qu'il pose, c'est pas lui qui le crée en tant que tel, mais il souhaitait que tous les Français, et ça rappelle un peu la logique d'Henri IV, à la poule au pot, ça, il souhaitait que tous les Français puissent avoir quelque chose de côté et qu'il soit garanti par l'État, au cas où. C'est intelligent, c'est quand même très intelligent et très moderne pour l'époque. Et donc, voilà encore quelque chose qu'on lui doit. En revanche, il est obligé de maintenir, enfin, il est obligé, il maintient les lois de 1791, même s'il essaie de les contourner, parce qu'il n'a pas trop le choix. Il a réussi à mordre sur la bourgeoisie, mais il n'est pas totalement libre après 1815 de celle-ci. Et donc, et puis alors, il n'est pas au courant de tout, d'une certaine manière, semble-t-il. Il faut attendre l'époque de Charles X pour qu'il y ait de vrais grands dossiers, de vraies grandes enquêtes sur le monde ouvrier. En particulier, un personnage, alors il y en a un petit peu dès 1820, 1822, on en a quelques-unes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est à partir de Villeneuve-Bargemont et de Villermé qu'on va vraiment avoir des enquêtes très solides sur la question sociale. L'une des premières enquêtes, c'est pas celle de Villermé d'ailleurs, le docteur Villermé, c'est le préfet de Charles X, Villeneuve-Bargemont, préfet du Nord, Alban de Villeneuve-Bargemont, qui est catastrophé par l'état de pauvreté industrielle. Il découvre des taudis, et il va dans les taudis, hein. Il ne se contente pas de regarder par la fenêtre. Il va dans les taudis, il voit les gens, il est effaré. Et il demande à ce qu'on prenne des mesures. Il y a toute une série de lois qui est rédigée, mais que la révolution de juillet empêchera d'advenir. Donc, ce qui est certain, c'est que c'est Villeneuve-Bargemont qui va être un des fondateurs, si l'on veut, de ce qu'on pourrait appeler le catholicisme ou le royalisme social. Car il ne sépare pas cette idée sociale de son royalisme. Alors, il est légitimiste après 1830 et il le restera jusqu'à sa mort. Et il y a deux grands éléments qu'il met en avant. C'est la charité, d'une part, mais attention, la charité, c'est pas l'aumône, hein, c'est véritablement une politique de solidarité, et c'est la législation. C'est-à-dire qu'il est persuadé que c'est par la loi, désormais. Alors on est après 1789, où la loi a de plus en plus d'importance, les bourgeois sont toujours attachés à la loi. Il se dit que c'est par la loi qu'on peut faire changer les choses. Et il va travailler à cela, d'ailleurs. C'est lui, d'ailleurs, qui va populariser
là encore, j'ai appris beaucoup de choses ces dernières années en travaillant un peu sur le sujet. C'est lui qui va populariser, entre guillemets, le terme de paupérisme. Il distingue la pauvreté traditionnelle du paupérisme qui est lié à l'exploitation industrielle. Voilà. Il y a une prise de conscience très tôt de Villeneuve-Bargemont. Alors, il faut être clair, il est un peu isolé quand même. Le monde légitimiste, le monde du pouvoir ne comprend pas trop. D'abord parce que c'est un monde qui est d'ailleurs souvent très rural. Alors, dans le monde rural, les royalistes légitimistes, après 1830, vont créer un véritable modèle agricole qui va perdurer quasiment jusqu'au début du XXe siècle, en particulier en Mayenne. Un modèle qui est à la fois la modernité et la tradition. Un modèle qui, d'ailleurs, pourrait nous donner quelques idées. Là aussi, il y a un travail à faire. Alors, il y a un travail qui a été fait par mon maître, qui est pourtant un homme de gauche, centre-gauche, paix à son âme, Michel Denis, qui avait fait un très beau livre, une très bonne thèse, hein, énorme, sur les royalistes de la Mayenne face au monde moderne, au 19e, début 20e, et qui montre toute la modernité de ces légitimistes et tout leur intérêt pour la question sociale agricole, hein, qui est souvent un peu négligée parce qu'on met en avant souvent la question sociale ouvrière. Alors, il y a Villeneuve-Bargemont, il y a les études du docteur Villermé, il y a Armand de Melun, qui est aussi un grand, je dirais, un grand royaliste social, et puis qui, alors, je vais être obligé d'aller vite parce que Armand de Melun, voilà encore un nom que les royalistes ont un peu oublié, mais c'est quelqu'un qui, là aussi, a une très haute conscience de l'idée de l'organisation du travail, hein, et il souhaite revenir à des corporations, hein, et il parle par exemple, il dit l'important est de trouver à ces résurrections une forme qui, accommodée à notre temps et à nos idées, on est en pleine révolution industrielle, fasse passer par sa nouveauté sur la vieillesse du fond. Et Armand de Melun est quelqu'un qui poursuit un petit peu l'œuvre de Villeneuve-Bargemont. Et puis, il y a Berryer, l'avocat royaliste, qui défend les ouvriers, et puis il y a même Monseigneur Affre. Monseigneur Affre, c'est quelqu'un qu'on a un peu oublié et qui mériterait d'avoir, je ne sais pas s'il a une station de métro, je ne crois pas qu'il ait une station de métro, c'est ce cardinal, cet évêque de Paris, ce cardinal de Paris, qui va être tué sur les barricades en juin, non pas qu'il soit sur les barricades pour manifester, mais parce qu'il veut s'interposer en juin 48 entre la Nouvelle République et les troupes qui tirent et les ouvriers qui se révoltent après la dissolution des ateliers nationaux. Et Monseigneur Affre est un royaliste social qu'on a un peu oublié aussi, et qui a quelques années avant de mourir, il écrit quelque chose de très intéressant. Les économistes, alors, j'ouvre les guillemets, n'encouragent la consommation qu'afin que le salaire sorti du trésor du riche y retourne plus promptement pour en accroître la valeur. Quant à l'industrie pervertie par l'irreligion, elle donne des citoyens pleins de colère pour une société où ils meurent, plutôt qu'ils ne vivent avec le désespoir de trouver à peine un pain trempé de larmes au lieu des jouissances si souvent et si vainement promises. Et Monseigneur Affre, eh bien, ira jusqu'au bout du sacrifice, justement, en voulant empêcher donc que les ouvriers soient fusillés, donc en juin 48. Ce sont des personnalités fortes, intéressantes, qui malheureusement sont un peu oubliées. Alors Monseigneur Affre, si on le voit régulièrement sur les tableaux dans les manuels scolaires, mais on oublie un petit peu ce qu'il voulait et ce qu'il était. Alors, il va y avoir un renouveau très fort du catholicisme social dans les années 1870-1890, à travers un certain nombre de personnages, dont deux, principalement, l'un qui s'appelle Albert Demain, et l'autre, La Tour du Pin. Ils se connaissent, ils sont amis, ils vont lancer des cercles catholiques, et il y a l'idée pour Albert Demain, comme pour La Tour du Pin, qu'il faut améliorer la condition sociale que souvent on a laissé un peu de côté. Et ils ont parfois du mal. Le monde conservateur, c'est beaucoup embourgeoisé. D'abord, il a besoin de mariage avec la bourgeoisie pour continuer à entretenir son patrimoine, son capital foncier en particulier. Et la Tour du Pin, la Tour du Pin et Albert Demain, quand même, vont trouver le soutien de beaucoup de députés royalistes dans la période d'avant 1914. Il y a un certain nombre de députés royalistes, il y a Baudry d'Asson, par exemple, qui est un député vendéen,
ils seront d'ailleurs père et fils, hein, qui seront très marqués aussi par la question sociale. Il y aura aussi d'autres qui ne seront pas forcément des députés. Je pense à quelqu'un qui est le cardinal de Cabrières, cardinal de Montpellier, qui est un vrai royaliste social, alors pour le coup, un vrai royaliste social, qui reçoit le comte de Paris jeune à sa table, etc., qui est un royaliste haut et fort, hein, haut et fort, haut et fier, qui embête la République, et qui, lorsqu'il y a les émeutes en 1907 du monde vinicole, ouvre toutes les églises, fait ouvrir toutes les églises de Montpellier pour accueillir les manifestants, etc. etc. C'est vraiment quelqu'un qui a une vraie politique sociale et qui d'ailleurs soutient la Tour du Pin, qui parfois est considéré presque comme un socialiste par ses propres amis. Lorsque j'ai préparé une conférence sur la Tour du Pin, parce que nous avons commémoré il y a quelques semaines le centenaire de sa mort, il est mort le 4 décembre 1924, j'ai trouvé dans Le Métron une notice très intéressante sur la Tour du Pin, qui évoque d'ailleurs ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que c'est lui qui popularise la notion de justice sociale dans le monde catholique et conservateur. Et en fait, la Tour du Pin apparaît tellement novateur, tellement, non pas révolutionnaire, il n'aime pas cet endroit, mais tellement social, qu'il en fait peur même à certains de ses amis. Albert Demain, même parfois, sera inquiet de l'avancement des idées avancées, et pourtant toujours éminemment royaliste, de la Tour du Pin, qu'il va nous falloir retrouver. Alors, la Tour du Pin, personnage intéressant, pourquoi? Parce que c'est un vrai théoricien du royalisme social. On lui a même reproché d'être trop théoricien. Albert Demain est plus un orateur, un praticien, et les discours d'Albert Demain mériteraient d'être réédités. Alors Albert Demain mourra en 1914. Il y a une particularité chez Albert Demain, c'est que c'est un royaliste et il le reste jusqu'à sa mort. Mais il va accepter le ralliement en 1891 ou 93. Il va accepter le ralliement, mais se rallier à la République ne veut pas dire qu'il devient républicain. Il reste royaliste. J'ai eu la surprise, quand j'ai travaillé sur lui il y a une dizaine d'années, de constater que, moi je pensais qu'il était devenu républicain, ça semblait logique, pas du tout. Il est resté royaliste dans une République qu'il reconnaît, à défaut de l'aimer et de l'apprécier. Il se dit, ben, on va essayer de faire quelque chose à l'intérieur. En fait, il suit ce que dit le pape, quelque part, qui se sera d'ailleurs trompé, Léon XIII se sera trompé là-dessus. Bref. Alors, la Tour du Pin est quelqu'un de très complexe. Quand j'ai relu la Tour du Pin pour préparer le colloque du centenaire, j'ai eu du mal. Il a fallu que je m'y reprenne à 2 fois. Et c'est une pensée extrêmement complexe, extrêmement riche. Et on peut considérer que la Tour du Pin est un novateur. J'ai trouvé un certain nombre de choses sur lui qui expliquent qu'il est en fait à l'origine, d'une certaine manière, de formes de code du travail, entre autres, et qu'il a nourri évidemment une réflexion sociale qui va être d'ailleurs plus, qui va trouver un lecteur tout à fait particulier. Le plus grand lecteur de la Tour du Pin, ça peut se paraître surprenant, c'est un futur président de la République. En fait, il y en aura 2 présidents de la République qui ont lu la Tour du Pin. Alors que le très ignoré la Tour du Pin, comme disait Edmond Michelet, c'est De Gaulle et c'est Mitterrand. Eh oui, De Gaulle et Mitterrand. Et l'idée de la participation, elle vient de la Tour du Pin. Et alors, je n'ai pas repris comment dire, le texte là, mais l'idée de la participation, c'est la Tour du Pin qui la met en avant. Il parle de participation en tant que telle. Et c'est De Gaulle qui va essayer de la mettre en application. Alors, il ne pourra pas la mettre. Hein, il veut la mettre en mai 68. Il dit, mais la participation, il n'y a que ça, etc. Le fameux discours du 24 mai qui est un bide total parce que les gens n'écoutent pas. Et en définitive, Pompidou n'en veut pas. Et en définitive, la participation n'aura que quelques éléments. Il y aura quand même quelques éléments. Mais, et rebelote avec Mitterrand. Mitterrand, alors à travers d'autres mots. Mais c'est assez amusant de voir que la Tour du Pin va trouver une lecture attentive près de 2 chefs d'État de la Ve République. C'est quelque chose qu'on connaît peu. Et il y a très peu aujourd'hui de travaux universitaires sur la Tour du Pin, mais peut-être que ça va revenir justement parce que il y a quelques parlementaires, un sénateur qui a été ministre, qui n'est plus, qui a cité la Tour du Pin dans les années 2010 au Sénat, et peut-être qu'il aura le temps un jour de lui consacrer un travail plus important. Alors, après la Tour du Pin, il y aura d'autres royalistes sociaux, révolutionnaires parfois, sociaux-révolutionnaires, royalistes révolutionnaires,
C'est l'Action française des débuts, c'est l'accord social de Firmin Baconnier, et c'est dommage de voir qu'il n'y a que Zef Sternel qui soit intéressé à ce qu'il appelle la droite prolétarienne, à cet accord social de Firmin Baconnier, que je n'ai pas croisé, mais que j'aurais pu croiser. Il est mort en 65, j'étais un peu jeune, hein, j'avais 3 ans en 65, mais il fréquentait les locaux de l'Action française jusqu'au bout. Et Firmin Baconnier a été celui qui a essayé de maintenir, je dirais, l'idée d'un corporatisme rénové à travers quelques associations, quelques journaux, quelques brochures. Et voilà quelqu'un qui mériterait aussi une thèse, une grande thèse, et qui ne l'a pas encore. Pourquoi? Parce qu'en France, aujourd'hui, on ne s'intéresse pas aux perdants de l'histoire. Eh ben, c'est peut-être à nous de faire en sorte que ces perdants de l'histoire redeviennent des gagnants de la politique et des gagnants du lendemain. Il y aura des propos de Charles Maurras. Charles Maurras, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la question sociale et qui d'ailleurs très vite, ça sera un des éléments qui conforteront ce royalisme. Il dira des choses qui peuvent surprendre, par exemple, en 1910, la République est incapable de prendre l'argent ou il serait juste de le rafler. Et comme il lui en faut à tout prix, elle n'en trouvera que dans les mesures de basse fiscalité. C'est écrit le 9 avril 1910. On pourrait signer la même chose le 21 février 2025. Exactement la même situation qu'on a aujourd'hui. Maurras, d'une certaine manière, d'une grande actualité. Alors, il y aura Maurras, il y aura Georges Valois, qui finira mal, mais qui au moins aura une réflexion économique. C'est le seul moment où la réflexion économique de Valois est intéressante, véritablement, où il va pousser très loin, c'est lorsqu'il est à l'Action française. Et puis, il y aura le comte de Paris, le vieux, enfin, celui que j'ai connu dans ma jeunesse, qui écrira un livre peu connu, qui s'appelle Le Prolétariat, et qui dénonce 1789-1791 avec une plume qui rappelle justement les moments les plus forts du royalisme social. On l'appellera le prince rouge à cause de ça, d'une certaine manière. Et il renoue avec cette idée que le roi doit être le protecteur, le patron des classes ouvrières et le protecteur des ouvriers. Et il dit la monarchie ne peut avoir comme base qu'une base ouvrière et une base paysanne pour marcher droit. Et il est dans la ligne d'un autre prince, le comte de Chambord, dont la lettre sur les ouvriers est tout à fait intéressante. Parce que le comte de Chambord, on a dit beaucoup de choses sur lui, mais le comte de Chambord, il a, si je retrouve la citation, dans cette lettre aux ouvriers, il dresse d'une certaine manière un programme royaliste social, ou pour la monarchie à venir. Alors, si je retrouve la citation, excusez-moi, je l'ai notée. Alors, où vous voyez le problème d'avoir des tas de feuilles partout. Donc, le comte de Chambord est quelqu'un qui s'est intéressé à cette question sociale et dont la lettre en 1865 va avoir un grand écho. Voilà, j'ai quelques extraits. Il dit 3 choses importantes. Il résume en trois. Un individualisme opposé, l'association. N'oublions pas qu'à l'époque, les syndicats, les corporations, tous les corps ouvriers sont interdits. À l'individualisme opposé, l'association. À la concurrence effrénée, le contrepoids de la défense commune. Au privilège industriel, la constitution volontaire et réglée de corporations libres. Il définit là un programme qui peut être le programme des monarchistes. Aujourd'hui, peut-être que les termes peuvent changer, mais il définit là un programme qui peut être effectivement encore d'une grande actualité. Alors, je vous ai tracé très rapidement une histoire des royalistes sociaux. Le thème de la conférence, c'était les royalistes face à la question sociale, pour vous montrer que les royalistes n'ont jamais été indifférents à la question sociale. Mais peut-être qu'ils n'ont pas réussi à se faire entendre là-dessus. La gauche, très vite, a préempté le sujet. À partir des années 1848, c'est la gauche qui va préempter le sujet. Et pourtant, les royalistes ont sans doute été beaucoup plus audacieux, d'une certaine manière, que les socialistes. Mais si on devait résumer le royalisme social, c'est ni individualisme libéral, ni étatisme. L'inverse du libéralisme n'est pas, je dirais, comment dirais-je, une vérité, mais l'inverse du libéralisme n'est que l'erreur inverse, quelque part, l'étatisme. Et ni libéralisme individualiste, ni étatisme. La politique royale, la politique
royaliste, c'est de dire que l'étatisme, ce n'est jamais qu'un capitalisme, je dirais, d'État, de spoliation souvent, et dont on connaît parfois les excès. Et l'étatisme, c'est la déresponsabilisation. Or, justement, la monarchie s'appuie sur la liberté. Non pas la liberté du travail, mais sur la liberté des travailleurs, quelque part, et sur le respect de ceux-ci. Pas de liberté du travailleur, sans respect de leurs droits. Devoir de ceux qui ont, droit de ceux qui demandent à avoir ou qui travaillent. C'est le travail qui doit payer, plus encore que le capital. Ce qui explique d'ailleurs la Tour du Pin de manière assez vive parfois. Il a des mots très durs à l'égard d'une certaine classe patronale, de certains financiers. Il dit, ils ne veulent pas comprendre. En gros, il appelle un Louis XIV qui soit capable de foutre un coup de pied derrière au nouveau Fouquet, quelque part. Il y a quelque chose qui est assez intéressant. C'est pour ça que j'ai hâte qu'on réédite avec un appareil critique les grands textes de la Tour du Pin. Et il y aura un article dans la Nouvelle Revue Universelle, il y aura un dossier sur la Tour du Pin qui évoquera quelques-uns de ces éléments. Alors, aujourd'hui, le royalisme social, c'est quoi? D'abord, le royalisme social, il fait cette critique globale. D'abord, ni libéralisme, ni étatisme. Soyons clairs, ce n'est pas parce que nous sommes hostiles au libéralisme et à ses excès que nous sommes favorables à l'étatisme et à ce que sont d'autres excès. Parce que l'étatisme, c'est aussi le fiscalisme et tout. Il s'agit d'une critique globale, mais qui ne doit pas s'émanciper des réalités contemporaines. Il s'agit de les connaître pour pouvoir agir sur elles. Il s'agit de tordre, je dirais, la barre pour la remettre dans le bon sens d'une certaine manière. Et c'est la critique de la mondialisation, d'une mondialisation destructrice et déformatrice. Attention, la mondialisation est un fait. Elle n'est pas forcément un bienfait. Et les royalistes sont plutôt favorables à une internationalisation des échanges. Alors vous allez me dire, mais quelle est la différence? Dans international, il y a nation, entre les nations. Dans mondialisation, il y a l'effacement des nations. Or justement, eh bien, les royalistes et la Tour du Pin rappellent l'importance des nations. Et la Tour du Pin le dit même de manière tellement importante que lorsqu'il y a eu le Mercosur, j'ai rappelé cette phrase de la Tour du Pin, qui doit nous inciter, je dirais, à condamner ce libre-échange qui est en train de prendre des proportions incroyables. Depuis que M. Trump fait cette guerre commerciale, on voit que l'Union européenne, et il y a un article dans le Marianne d'aujourd'hui très intéressant là-dessus, que l'Union européenne accélère tous les accords de libre-échange. On sacrifie tout ce qui est environnement, écologie, toutes les règles que l'on demande à nos paysans, là, on ne les demande pas à ceux qui vont importer de la viande chez nous. Et le titre, c'est Accord de libre-échange, l'Union européenne championne des marchés de dupes. Voilà ce que dit la Tour du Pin et qui doit être, à mon avis, une balise pour nous. Les traités internationaux doivent être conclus, non pas dans l'intérêt du fisc, ni même dans celui du consommateur, mais avant tout en vue de la protection morale et matérielle que le travailleur doit rencontrer dans l'État chrétien. Alors ce qu'on appelle l'État chrétien, on est au 19e siècle, mais on comprend l'État qui respecte, je dirais, les droits des travailleurs. Il y a un double refus chez la Tour du Pin qui est le nôtre. Celui d'un libre-échange sans entrave. Ce n'est pas l'échange que nous condamnons, c'est le libre-échange sans entrave, sans règles, sans code, sans respect des droits des plus faibles, d'une part. Et puis, refus aussi d'une société de consommation qui est consumatrice des travailleurs, consumatrice des producteurs. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Les classes sociales existent et aujourd'hui, on a l'impression qu'elles ont disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que le rêve de Marx, qui est aussi le rêve des libéraux, un monde sans classe ni État, le rêve des anarchistes d'une certaine manière, est en train de se réaliser avec la globalisation. Parce que aujourd'hui, on ne voit plus les producteurs, on ne voit plus les paysans, on ne voit plus les ouvriers. On a 5 millions d'ouvriers en France. Ils sont devenus invisibles. On ne les voit plus que les consommateurs. La seule chose qui importe, c'est le pouvoir d'achat. Or, avant que de parler de pouvoir d'achat, il faut inverser la logique. Il faut parler de salaire, et de salaire décent, de revenus. Et en fait, aujourd'hui, la seule chose qui intéresse la société de consommation, c'est le pouvoir d'achat. Or, il n'y a pas de vrai pouvoir d'achat qui tienne s'il n'y a pas d'abord des salaires et des revenus à des producteurs. Une création de richesse qui est reconnue en tant que telle. Et ça, eh bien, on voit bien que la société de consommation fait tout pour le gommer. Elle ne veut pas voir des ouvriers, du textile, des agriculteurs,
elle ne veut voir que des consommateurs. Alors, il y a aussi une autre phrase de La Tour du Pin qui résume notre combat. L'effet du régime économique actuel, du capitalisme pour l'appeler par son nom propre, c'est la souveraineté de l'argent. Or justement, les royalistes souhaitent une chose, c'est que ça ne soit pas l'économique qui dirige le politique et qui dirige le social. Que l'argent est un moyen, certes, mais il ne doit pas être une fin. Je crois que, alors je ne suis pas un spécialiste des évangiles, ne m'en voulez pas, mais je crois que c'est dans les évangiles qu'on lit que l'argent peut être un bon serviteur, mais qu'il est un mauvais maître. Là, c'est un peu l'idée des royalistes sociaux. L'argent est un moyen, mais il ne peut pas être une fin, il ne peut pas être un maître. Quand il est un maître, il devient vite un tyran terrible. Et on en voit aujourd'hui les conséquences à travers les délocalisations et la fermeture de cette entreprise, parce que l'ouvrier français coûte trop cher et qu'on va aller chercher des ouvriers qui coûtent moins cher. Ce que dénonçait déjà La Tour du Pin de son temps en évoquant les coulis chinois, il parlait déjà des Chinois qu'on allait chercher pour faire des économies. Alors, notre critique, c'est aussi une critique de la métropolisation, de ce qu'on pourrait appeler aussi la sécession des élites, ce pays légal, mondialisé, nomade, déterritorialisé, face et au détriment d'ailleurs de ce qu'on pourrait appeler le pays réel, moi je dirais même les pays réels, qui se sont marqués parfois à travers les gilets jaunes, à travers les bonnets jaunes, à travers toutes ces nouvelles chouanneries que l'on voit aujourd'hui. Il y a une critique aussi de la société de consommation qui oublie les producteurs, j'en ai déjà parlé. Il y a beaucoup d'autres problèmes que l'on pourrait évoquer. Mais le temps me presse, oui. Donc je vais terminer en quelques minutes. Du royalisme social à la monarchie sociale. Contester, c'est bien beau. Contester, lutter, c'est nécessaire. En particulier, nous allons le faire. Nous l'avons fait pour Poulain, avec mon petit groupe. On a fait des opérations même de démarchage pour le chocolat Poulain quand il était menacé de disparaître. Même chose pour Duralex, etc. À notre petite mesure. Hein. Bon, on n'a pas des mille et des mille, mais il faut parfois présenter les choses aux gens pour qu'ils les connaissent. Et il y a le royalisme social, c'est une double motivation. C'est le bien de la nation française, nécessaire d'ailleurs à l'ordre du monde, comme le disait Bernanos. Si la France va mal, le monde va mal, ou le monde ne va pas mieux en tout cas. Bon. Et puis la justice sociale sur laquelle j'ai beaucoup insisté. Et donc la monarchie sociale, c'est en gros justice sociale, cause royale. Si on voulait résumer, la justice sociale, c'est la grande cause royale et je pourrais développer très longuement là-dessus. Alors, pourquoi une monarchie sociale? Pourquoi une monarchie sociale? Eh bien, parce que le roi, c'est l'État indépendant. Le roi, c'est un État indépendant et souverain qui marque les limites du territoire politique par rapport au territoire économique. Il ne s'agit pas de dire politique partout. Il s'agit de dire politique d'abord. Il ne s'agit pas de faire le tout économique, de faire tout dans l'économie. Ça serait l'étatisme. Il s'agit de susciter, d'inciter, d'aider à l'initiative et de préserver. On pourra dire ce qu'on veut de M. Trump, qui est un adversaire, un concurrent terrible pour nous. Ça va être terrible pour nous. Mais il montre que justement, eh bien, il a l'intérêt des affaires, hein, c'est quand même un homme d'affaires avant tout, mais il est dans une logique, je dirais, de protectionnisme qui, si on y prend garde, risque de nous étouffer. Il ne s'agit pas de tomber dans un protectionnisme ultra, il s'agit de faire un protectionnisme intelligent, raisonné, qui permette à la France de produire français pour pouvoir consommer français. Parce que pendant très longtemps, on a dit il faut consommer français pour produire français. Oui, d'accord. Mais dans notre cas, quand je veux consommer français, je ne trouve pas forcément parce qu'on n'a pas. Et donc, en définitive, il faut, et c'est la logique qu'avait d'ailleurs M. Montebourg, Arnaud Montebourg, qui a quand même lancé un mouvement à partir de 2012 qui est pas totalement négligeable, il faut produire français, il faut du produit en France, fabriqué en France. Le pull que j'ai, il est produit en France. Produit en France, il est produit à côté de chez moi. Au départ, ils étaient 4 dans l'entreprise. Petite entreprise qui a été créée dans les années 1980. Aujourd'hui, ils sont un petit peu plus. Et alors ce sont des jeunes qui ont repris, et ils y croient, ils se battent, ils ont créé. J'ai des élèves aussi
qui ont créé une société en Haute-Marne. Ils auraient pu, ils sortaient des grandes écoles et tout, ils auraient pu faire fortune aux États-Unis. Ils ont préféré travailler pour la France. Il faut aussi une motivation, certes. Et il faut permettre à notre société une motivation des plus jeunes. Et c'est là aussi que une monarchie sociale peut peut-être débloquer la question salariale. La monarchie n'a pas toutes les réponses en main et elle n'a pas à les donner toutes. Parce que dans ces cas-là, vous avez dit, ça tomberait dans l'étatisme. Mais elle peut susciter, aider, faire en sorte que, par exemple, les charges fiscales soient moins importantes pour libérer du temps, de l'espace, du salaire, de l'argent pour d'autres créations. La monarchie française, elle a créé la France. Il est bien possible que la monarchie sociale soit celle qui recrée une société française au sens de la création de richesses, de la préservation de ses atouts et des personnes, des ouvriers, des travailleurs qui sont porteurs de ces atouts. La monarchie n'est pas un remède miracle, c'est pas un sceptre magique, mais disons qu'elle donne les moyens, de par sa position, de faire une politique ferme, une politique dans laquelle les gens puissent se reconnaître. Je disais, ce matin, quand j'ai pris le métro, j'ai vu des gens tristes, des gens pas motivés. Moi, quand je vais au travail, je siffle, je chante, je m'amuse, je suis content d'aller travailler. Alors, c'est vrai que j'ai un bon métier, j'ai un métier qui me passionne et j'ai un très bon lycée. Mais il faudrait faire en sorte que tous les Français, alors tous les Français, il y aura toujours des râleurs, hein, nous sommes en France, mais que la plupart des Français, que les travailleurs français n'aillent pas au travail à reculons. Si on veut régler la question des retraites, si on veut régler la question je dirais, du malaise au travail, il faut faire en sorte de motiver les travailleurs au sens fort du terme. Et la monarchie sociale, elle n'a pas, comme je l'ai dit, de solution miracle, mais elle peut être au moins celle qui donne l'exemple, qui suscite la création et qui aide, au lieu d'aujourd'hui laisser tomber. Où est l'État français? Rappelez-vous de ce que j'ai dit au début. Où est l'État français? Il n'est pas là. Et bien justement, avec une monarchie sociale, l'État est là. Il n'est pas partout, mais il est là où il doit être. Merci de votre attention. Si vous avez quelques questions, je suis allé très vite. À la fin, comme vous l'avez constaté, je n'ai même pas ouvert. Il y avait encore une dizaine de pages, mais sinon nous serions là encore à 23 heures. Et il faut que j'en laisse pour d'autres conférences et pour d'autres moments. Est-ce que vous avez éventuellement des questions à me poser? Merci beaucoup pour la conférence. Merci beaucoup. Alors, juste une remarque. Il y a un travail qui est fait aujourd'hui, depuis quelques années, avec un petit groupe, sur un ensemble de propositions. On va en reparler d'ailleurs un petit peu demain à Aix-en-Provence. Il y a vraiment on est en train de redécouvrir des théories, mais comme je vous l'ai dit au début, je veux vraiment que ça soit l'empirisme organisateur. Donc les théories en elles-mêmes, c'est bien, mais il faut les confronter au réel. Et il faut que du réel, eh bien, on sorte des éléments pour agir, pour réfléchir, pour proposer. J'ai beaucoup de propositions à faire. Par exemple, sur la question des retraites, demain on en parlera peut-être, une sorte de capitalisation corporative. Ça existe déjà. Je vous ai dit que le 19e et le 20e siècle, et le 21e, ça a été le contre 1791. 1791 est allé tellement loin dans le libéralisme que tout ce qu'on a vu après, eh bien, c'est le rattrapage. C'est ce que disait Gaxot, que je disais au début de la conférence, l'insurrection contre les lois de 1791. Alors le problème, c'est que ça allait parfois trop loin. Mais on voit des choses très intéressantes. On a des formes de néocorporatisme qui se créent dans certaines branches. On a vu le retour de l'apprentissage, qui est une très bonne chose. Et je pense que justement, prendre en compte les corps de métier, la propriété du métier, donner la fierté d'avoir un métier. Moi, je suis professeur. Ça me paraît tout simple. Mais j'insiste beaucoup pour que on nous appelle professeur à l'extérieur. Alors les collègues nous disent ah non, on ne veut pas être appelé professeur, etc. Ça nous rappelle notre fonction, comme s'ils en avaient honte. Mais non, au contraire. Lorsque je suis dans mon établissement, je salue les dames de ménage, je salue les techniciens, je salue mes collègues, je salue les membres de l'administration, je salue Madame le proviseur, je salue tout le monde. Nous sommes un corps. Et il est possible même de recréer une éducation nationale constituée de corps, d'accords,
un corps des maîtres, un ordre des maîtres, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, qui serait beaucoup plus efficace que cette espèce de grand ensemble très lourd où en fait chacun vient faire ses cours et repart tout de suite après. Là aussi, l'idée d'un corporatisme, je dirais, ou d'un coopérisme, je ne sais pas comment on pourrait appeler, d'une convivialité enseignante, c'est sans doute un des éléments pour répondre à la crise de l'enseignement actuel. Quand on est un corps, on est plus fort. Quand on est seul, on n'est qu'un fétu de paille qui peut être balayé. Et on le voit bien aujourd'hui. Un professeur, lorsqu'il part à la retraite, il n'existe plus. Si au contraire, on crée les conditions qu'un professeur, même qui part à la retraite, est toujours professeur et qu'il peut aider, qu'il est reconnu comme tel, je vous assure qu'une grande partie des problèmes de promotion, de motivation et de recrutement même des professeurs, elle partira d'elle-même. Vous voyez quoi? C'est qu'en fait, et c'est là tout l'intérêt de la monarchie, la République est incapable de faire les choses. La République est tout le temps en train de se regarder le nombril et d'avoir peur de la prochaine élection. On ne pense plus qu'à 2027. L'intérêt de la monarchie, c'est qu'elle est capable de prendre des idées, y compris dans tous les axes, sur tout l'axe politique, et d'essayer de prendre le meilleur et de faire advenir le meilleur. Un roi n'est pas le meilleur. Je prends toujours le cas de Louis XIII. Louis XIII est un roi, on pourrait dire, d'une intelligence médiocre. Mais il est roi, il est indépendant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le meilleur, Richelieu. Louis XVIII, je vous ai dit, c'est un roi qui a une certaine intelligence. Et il a besoin de quelqu'un pour faire une politique diplomatique. Qu'est-ce qu'il va prendre? Le pire des salauds. La mère dans un bas de soie, comme disait Napoléon pour lui, Talleyrand, le diable boiteux. Un roi ne regarde pas l'étiquette. Un roi regarde à ce qui peut amener quelque chose pour la France. Il n'est pas en train de faire de la moraline, il fait de la politique. Je crois que c'est la grande différence aujourd'hui entre une monarchie telle que nous le souhaitons, royale et sociale, avec cette république, qui d'abord est souvent amorale et immorale, mais qui en même temps se veut moraliste, ce qui est la pire des choses. Mais j'ai une question. Le système corporatiste, ça veut dire que les gens se prennent en main. Et c'est pas ce qu'on dit à l'heure actuelle des Français, puisqu'on dit qu'ils attendent tout de l'État pour les biberons, parce qu'ils sont tombés là-dedans depuis très longtemps aussi. Donc comment il faut réinsuffler déjà une énergie, une envie de se bouger, de prendre les choses en main? Alors, il faut savoir quand même qu'en France, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'initiatives, et ce que je pense que si on les met en avant, si on les valorise de plus en plus, si on les soutient, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Pas tout de suite, hein, c'est pas d'un coup de baguette magique, hein, comme je le dis souvent, mais ça se fera. Ça se fera. Moi, je le vois au lycée, par exemple, on a lancé des initiatives à quelques-uns, et au départ, on nous disait, oh, je l'ai fait de manière bénévole, hein, pour certaines classes, classes de défense et de sécurité globale, et maintenant, eh bien, il y a des collègues qui nous suivent sur plein d'autres projets. Il faut lancer le mouvement, et il faut qu'on ait le soutien. Alors, le roi n'est pas là, mais il faut au moins qu'on ait le soutien des autorités supérieures. Et c'est vrai que ça pose problème parce qu'aujourd'hui, tout le monde a peur de son nom. Ce qui manque en France aujourd'hui, c'est l'audace. L'audace et le panache. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est un peu fatigué. Bien, il faut faire en sorte de revivifier le corps social. Je n'ai pas dit que ça serait facile. Je crois beaucoup à la vertu de l'exemple. Moi, j'ai un âge qui fait que malheureusement, je vais être bientôt à la retraite, pas du tout pressé. Tant que ma santé me le permet, je continue. Et j'essaye d'inciter les autres et d'aider les autres, d'être un passeur pour les autres. Et je pense qu'en ayant cette valeur, la transmission, il y a quelque chose qui d'ailleurs, que j'ai lu hier, la Tour du Pin aimait beaucoup je crois que c'est la Tour du Pin ou Armand de Melun, qui aimait beaucoup la parabole du figuier. Hein. Et il faut transmettre. Le figuier sec qui ne transmet pas, il faut transmettre. Il faut toujours penser à transmettre. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Et je pense qu'à partir du moment où on se dit, on se projette au-delà de soi-même, et je suis ici pour transmettre aussi d'une certaine manière, eh bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça ne va pas être facile. Parce que beaucoup de gens ont pris l'habitude d'attendre tout, une espèce de manne céleste, enfin de manne étatique, etc. L'État-providence, en définitive, d'ailleurs le terme État-providence est très intéressant. Hein. On a éteint Dieu dans les étoiles, on a éteint les étoiles, comme disait, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas Paul Bert, mais c'est un autre du même acabit, Buisson, qui était un laïciste virulent. Et le problème, c'est qu'on ne les a pas rallumés sur Terre. Et ben, il s'agit de les rallumer sur Terre et dans le ciel, d'une certaine manière, de montrer l'exemple. Hein. L'étoile du Nord, c'est celle qui ouvre un chemin quelque part. Et voilà, je pense qu'il faut être assez volontariste quelque part.
Il faut être assez volontariste. Mais les choses ne se font pas facilement. Mais si on a un État qui dit, vous avez un projet, ok, coup de pouce. On l'a vu, le coup de Notre-Dame de Paris, c'est un exemple type. Et il y en a un qui se bat beaucoup. Et je sais qu'on se moque beaucoup de lui, mais il a fait énormément pour le patrimoine. Moi, je l'ai vu. Et j'ai vu ce qu'il pouvait faire et ce qu'il il se bat véritablement. Et c'est un royaliste. Alors, un royaliste, pas à notre manière, etc. Même si je l'ai croisé jadis sur les tribunes royalistes, on a partagé les tribunes ensemble, c'est Stéphane Bern. Stéphane Bern, on peut dire ce qu'on veut, il a son côté un peu, bon bref, c'est Stéphane Bern, quoi. Hein. Mais tout son argent passe dans le maintien du patrimoine. Il faut des gens comme ça, pas des gens qui sont tout le temps en train d'être dans l'apparence, dans le semblant, etc. Pas des influenceuses comme on voit aujourd'hui à Dubaï ou autre, mais pas des gens qui soient simplement motivés par le nombril, mais des gens qui ont envie de transmettre et de laisser quelque chose. Moi, je suis devenu royaliste sur cette question-là. En 1980, en été 1980, la grande question que je me posais, c'était comment concilier la durée et la mémoire. Qu'est-ce qui va rester après nous? J'avais à peine 18 ans et je me disais qu'est-ce qui va rester après nous. Et il se trouve que, eh bien, la conclusion, c'était le roi. Le roi qui peut être justement celui qui est le mainteneur, celui qui va survivre, qui nous survit. Le roi est mort, vive le roi. C'est une formule éminemment politique. Le roi est mort, vive le roi. Hein, c'est à la mort de Louis XV, il y a le chancelier, je crois, ou le chambellan, qui passe sur la terrasse de Versailles. Il a un grand chapeau, une plume noire. Le roi est mort. Alors, hein, les courtisans font la gueule, etc. Ouais, bon, bref. Hein, et referme la fenêtre, il repart. 5 minutes où tout le monde murmure Louis XV est mort, le roi est mort, etc. Et ouvre le même chapeau avec une plume blanche. Vive le roi. Voilà. La transmission est faite. Ça dure 5 minutes, ça coûte 0 centime, quelque part. Hein, c'est moins cher qu'une élection présidentielle. Et il y a le fait que le roi en France ne meurt jamais. L'État ne meurt jamais. Qu'à partir du moment où on est sûr de la pérennité, qu'on est sûr qu'il y a un lendemain, on fait les choses. Pourquoi est-ce que les gens ne font pas? On l'a bien vu avec 2000, avec la dissolution. C'est parce qu'il y a l'incertitude, l'inquiétude. Ils ne savent pas ce qu'il y aura après. Avec un roi, on sait qu'il y aura un après. Alors, parfois, il peut y avoir des interruptions, on est bien d'accord. Mais on sait qu'il y aura un après, que ce soit lui, son fils, son petit-fils ou autre. C'est pour ça que je suis devenu royaliste comme cela, je le suis resté. C'est pas toujours évident, hein, parce qu'être royaliste dans une société où on n'arrête pas de nous dire les valeurs de la République, qui fait sourire d'ailleurs parce qu'elle s'adresse souvent à une déclaration des droits que les républicains comme Robespierre ont fait marteler, ça fait toujours sourire. C'est pas facile, mais être royaliste, en définitive, je crois que j'ai plus conservé de choses et transmis de choses en étant royaliste et en ayant cet état d'esprit de la monarchie que j'ai intégré en moi-même, une certaine royalité, entre guillemets, des choses, qu'en étant républicain et en ne pensant à la limite qu'à l'élection qui vient après. J'aurais pu. Hein, je vous avoue qu'on m'a courtisé à une certaine époque pour être candidat pour tel ou tel parti, de droite ou de gauche, etc. J'aurais pu. Mais je n'aurais pas pu me regarder dans mon miroir et à travers le miroir, je vois aussi les générations d'après, celles qui sont derrière moi, même si pour moi, celles qui sont là, devant moi et devant mes élèves. J'ai 170 élèves chaque année et j'essaye de leur transmettre cet amour de la France, cette passion. Et je leur dis, rien ne se fait sans passion. Si vous n'avez pas de passion, si vous n'avez pas d'amour, vous ne ferez pas les choses. Et j'aime beaucoup le terme AF. Les initiales AF, on dit Action française, aspect de la France, amitié française. Moi, je dis amour de la France. Amour. La monarchie, c'est d'abord l'amour. Et d'ailleurs, c'est un acte d'amour, la monarchie. Ça commence par un roi, une reine, un dauphin. Voilà. C'est l'acte initial de la monarchie, c'est un acte d'amour. On l'oublie un peu trop. Être royaliste, c'est pas uniquement lire beaucoup de livres et témoigner, c'est le vivre aussi. C'est le vivre aussi. La royauté, détend-nous. C'est le vivre aussi, et c'est vrai que c'est parfois un peu dur quand on est seul dans son village, quand on est dans une ville un peu hostile, qu'on a l'impression en lisant la presse que rien ne nous... Mais en fait, quand on regarde bien, grattons un peu, on a des tas de gens qui cherchent une voie. À nous de leur proposer cette voie royale. Là encore, je n'ai pas dit que ça va être demain et que ça va être le plus facile, mais il y en a quand même. Il faut s'adresser, Pierre Boutan avait raison, il faut s'adresser au prince qui gouverne quelque part. Il s'adresse au prince que nous attendons, et puis au prince, entre guillemets, qui gouverne. Et après tout, c'est peut-être eux qui, un jour ou l'autre, seront le mont qui permettra l'établissement de la monarchie. Je suis persuadé qu'on fera la monarchie avec des républicains.
En fait, les royalistes sont la maison mère, nous sommes ceux qui transmettons, nous sommes les gardiens du temple, quelque part, nous sommes ceux qui semons, mais ce sont des républicains qui, dans un moment d'affolement, peut-être, dans un moment ou de moment de lucidité, ça serait mieux, feront la monarchie. Et nous en serons tout à fait joyeux, car comme je l'ai dit au début, ou comme plutôt Loïs l'a dit, il ne s'agit pas de mourir royaliste, et il s'agit de vivre en monarchie. Et j'allais dire que le plus tôt sera mieux. Pour moi, ça commence à urger. Oui. Est-ce que le syndicalisme, à l'heure actuelle, n'est pas un peu la version moderne du corporatisme? Alors, oui et non. Euh, oui, parce qu'effectivement, il reprend l'idée d'association ouvrière, d'apprentis, d'ouvriers ou de patrons, etc., avec les cadres qui sont quelque chose d'intermédiaire. Et non, parce que souvent, ils ont été trop idéologiques et pas assez pratiques. Je vais vous donner un exemple. À Sopiquet, par exemple, à Quimper, c'est la CFDT qui s'est beaucoup engagée, mais la CGT ne s'est pas engagée beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle était moins bien représentée. Donc, en fait, tant qu'on aura un syndicalisme un peu trop marqué politiquement, ça ne fonctionnera pas. En revanche, dans tous les syndicats, il y a des gens qui sont intéressants. Et si je prends le cas de la CGT, d'une grande installation énergétique de l'île-et-Vilaine, les gens de la CGT, je les ai rencontrés par hasard sur un marché où ils étaient en train de se faire incendier par des braves gens qui les traitaient de tous les noms, des macronistes et tout. C'était les gens de la CGT. C'est pas d'atome crochu avec la CGT, c'est pas les gens de LFI, mais enfin pas loin. Et là, je ne supporte pas qu'on s'en prenne de manière aussi virulente et aussi brutale à des gens qui travaillent, et des gens qui, eux, ne travaillaient pas, visiblement, qui étaient plutôt des héritiers. Et j'ai pris la défense de ces gens de la CGT, ce qui a surpris certains, et après j'ai discuté avec eux. J'ai évoqué la question de la monarchie sociale, j'ai évoqué la question des corporations sur 2 heures, hein, avec quelques bons verres, etc. Et en fait, ils m'ont dit, mais on n'a jamais entendu ça. J'ai dit, bah oui, vous n'avez jamais entendu ça, parce que vous n'avez jamais croisé, vous n'avez jamais croisé quelqu'un qui vous dit ça. Mais pensez-y. Et donc, en définitive, aujourd'hui, ces gens de la CGT qui me saluent, qui ne sont pas devenus royalistes pour autant, disons que, après tout, pourquoi pas? Le jour venu, pourquoi pas? Donc, voilà, il faut faire la part des choses, là encore. Je donne un autre exemple, 1336. C'est un combat que j'ai soutenu, et je l'étais dans des tas de paquets au lycée, je me ramène toujours avec mes paquets de 1336. C'est Lipton, l'éléphant, qui veut virer une usine, fermer l'usine et tout, et virer les gens. Et ils vont faire 1336 jours de lutte, comme ils disent, de grève et tout. Le type, il porte, l'un des syndicalistes, il porte Che Guevara et tout. Je ne le prends pas dans mon cœur. Même si Che Guevara avait, parmi ses héros, un certain Charette, chevalier de Charette. Et comme quoi, on est parfois surpris, comme quoi. Hein. Mais j'ai soutenu cette lutte, ils ont créé une SCOP, c'est compliqué, je les soutiens, et ça ne me pose pas de problème. D'abord, parce que c'est une entreprise française, ce sont des travailleurs français, et ce sont des vrais travailleurs. Ce pas des gens qui attendent tout, c'est des gens qui vraiment se battent, ils savent que demain ça peut se terminer. Idem pour Duralex. Voilà. Donc je pense qu'il faut, nous devons, royalistes, nous connaissons les limites des uns et des autres, nous combattons les uns et les autres sur le plan politique, mais sur le plan syndical ou sur le plan social, nous pouvons nous retrouver à leur côté. Parfois, en revanche, on a dans certaines manifestations certains antifas, entre guillemets, ou syndicalistes autoproclamés qui n'aiment pas notre présence. À Mulhouse, par exemple, il y a quelques années, pensez à notre ami Nicolas, malheureusement décédé aujourd'hui, et qui avait en moment des manifestations contre la réforme des retraites, avait imposé une grande banderole Mulhouse populaire avec le fameux symbole où on voit un point qui tient une couronne, et qui avait mis les royalistes, je dirais, dans le combat syndical et social. Je crois qu'il avait eu des contacts avec la CFTC et quelques autres. Mais voilà ce qu'il faut faire. Alors, il a en revanche été très mal, évidemment, reçu au bout de quelques heures par les extrémistes habituels qui sont incapables de dépasser, qui préfèrent, j'allais dire, voir leur entreprise crever que des royalistes soutenir. Or, à Mulhouse, ils ont fait la F de Mulhouse, les royalistes de Mulhouse ont fait un travail social très important et sont d'ailleurs allés dans des usines où les autres n'allaient plus. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut continuer. C'est un devoir. Un devoir. Tout n'est pas sauvable, mais il faut toujours penser à la justice sociale, que deviennent les producteurs, et que quand une usine ferme en France, c'est un peu moins de richesse pour la France. Voilà une réponse tout à fait partielle. Hein. Oui. Pas partielle, mais partielle. L'idée était là.
Oui. Merci. Bah, je vous en prie. Merci. Ça a été un plaisir pour moi. Et je tiens à vous remercier de votre accueil. Et ça a été un plaisir pour moi. D'abord, ça m'a forcé à reprendre un petit peu. Ça faisait 2-3 semaines que j'avais fermé mes dossiers, de les rouvrir. Et vous voyez, j'ai encore beaucoup d'autres choses à dire. Et ça sera l'occasion d'autres conférences. Et j'espère revenir en Provence et à Avignon dans les années prochaines pour vous dire la suite, car les choses ne se terminent jamais. Avec plaisir. Merci.